sa longue absence. Cette journée lui parut plus longue que toutes celles qu'elle avait passées dans ce lieu. Non qu'elle regrettât la compagnie qu'elle avait laissée, mais elle était dans l'impatience de revoir la bête et de ne rien épargner pour sa justification. Une autre espérance l'animait encore, c'était d'avoir dans son sommeil les doux entretiens de l'inconnu, plaisir dont elle avait été privée pendant les 2 mois qu'elle venait de passer avec sa famille et qu'elle ne pouvait goûter que dans l'enceinte de ce palais. La bête enfin et l'inconnu furent tour à tour le sujet de ses rêveries. Dans un moment elle se reprochait de n'avoir pas du retour pour un amant qui sous une figure monstrueuse faisait paraître une si belle âme. Dans un autre elle était triste d'abandonner son cœur à quelque image fantastique qui n'avait d'existence que celle que lui prêtaient ses songes. Elle doutait si son cœur devait préférer une chimère à l'amour réel d'une bête. Le songe qui lui faisait voir le bel inconnu l'avertissait sans cesse de ne point s'en rapporter à ses yeux. Elle craignait que ce ne fût une illusion vaine que la vapeur du sommeil enfante et que le réveil détruit. Ainsi toujours irrésolue, aimant l'inconnu, ne voulant point déplaire à la bête et ne cherchant qu'à s'occuper de ses plaisirs, elle fut à la comédie-française qu'elle trouva d'une fadeur sans égale. Refermant brusquement la fenêtre, elle crut se dédommager à l'opéra. La musique lui parut pitoyable. Les Italiens n'eurent pas aussi le talent de l'amuser. Elle trouva leurs pièces sans sel, sans esprit et sans conduite. L'ennui, le dégoût qui la suivaient ne lui firent nullement trouver de plaisir. Elle n'eut dans les jardins nuls agréments. Sa cour cherchant à lui plaire, les uns perdirent le fruit de leurs gambades, les autres celui de leurs jolis discours et de leurs gazouillements. Elle était impatiente de recevoir la visite de la bête dont elle croyait entendre le bruit à chaque instant. Mais cette heure si désirée arriva sans que la bête parût. Alarmée et comme en colère de ce retardement, elle ne savait d'où provenait son absence. Flottant entre la crainte et l'espérance, l'esprit agité, le cœur en proie à la tristesse, elle descendit dans les jardins, résolue de ne point rentrer dans le palais qu'elle n'eût trouvé la bête. Dans tous les endroits qu'elle parcourut, elle ne vit aucune de ses traces. Elle l'appela, l'écho seul répéta ses cris. Ayant passé plus de 3 heures dans ce désagréable exercice et accablée de lassitude, elle s'assit sur un banc. Elle s'imaginait ou que la bête était morte ou qu'elle avait abandonné ces lieux. Elle se trouvait seule dans ce palais, sans espoir d'en sortir. Elle regrettait l'entretien de la bête, quoiqu'il ne fût pas divertissant pour elle, et ce qui lui paraissait extraordinaire, c'était de se trouver tant de sensibilité pour ce monstre. Elle se reprochait de ne l'avoir pas épousé, se regardant comme l'auteur de sa mort, elle craignait que son absence trop longue ne l'eût causée, elle se fit les plus durs et les plus sanglants reproches. Au milieu de ces tristes réflexions, elle aperçut qu'elle était dans cette allée même où la dernière nuit qu'elle venait de passer chez son père, elle s'était représenté le monstre mourant dans une caverne inconnue. Persuadée qu'elle n'avait pas été conduite dans ce lieu par le pur hasard, elle porta ses pas vers le fort qu'elle ne trouva pas impraticable. Elle y vit un antre-creux qui lui paraissait être le même qu'elle avait cru voir en songe. Comme la lune n'y fournissait qu'une faible lumière, les pages singes parurent incontinents avec un nombre de flambeaux suffisant pour éclairer cet antre et lui faire apercevoir la bête étendue par terre qu'elle crut endormie. Loin d'être effrayée de sa vue, la belle en fut fort contente et s'en approchant hardiment, elle lui passa la main sur la tête en l'appelant plusieurs fois. Mais la sentant froide et sans mouvement, elle ne douta plus de sa mort, ce qui lui fit pousser des cris douloureux et dire les choses du monde les plus touchantes. La certitude de sa mort ne l'empêcha cependant pas de faire ses efforts pour la rappeler à la vie. En lui mettant la main sur le cœur, elle sentit avec une joie inexprimable qu'elle respirait encore. Sans s'amuser à la flatter davantage, la belle sortit de la caverne et courut à un bassin où puisant de l'eau dans ses mains, elle lui en vint jeter. Mais comme elle n'en pouvait prendre que fort peu à la fois et qu'elle la répandait avant que d'être auprès de la bête, son secours aurait été tardif sans le secours des courtisans singes qui coururent au palais et revinrent avec tant de diligence qu'elle eut dans un moment un vase pour puiser de l'eau et des liqueurs fortifiantes. Elle lui en fit respirer et avaler, ce qui produisant un effet admirable lui donna quelque mouvement et peu après
lui rendit la connaissance. Elle l'anima de la voix et la flatta tant qu'elle se remit. Que vous m'avez causé d'inquiétude, dit-elle obligeamment à la bête. J'ignorais à quel point je vous aimais. La peur de vous perdre m'a fait connaître que j'étais attachée à vous par des liens plus forts que ceux de la reconnaissance. Je vous jure que je ne pensais qu'à mourir si je n'avais pu vous sauver la vie. À ces tendres paroles, la bête, se sentant entièrement soulagée, lui répondit d'une voix cependant encore faible. Vous êtes bonne, la belle, d'aimer un monstre si laid, mais vous faites bien. Je vous aime plus que ma vie. Je pensais que vous ne reviendriez plus. J'en serais morte. Puisque vous m'aimez, je veux vivre. Allez vous reposer, et soyez certaine que vous serez aussi heureuse que votre bon cœur le mérite. Fin de la 7e partie, lue par Ezoa en Belgique en mars 2010.